Eh bien, on va commencer notre réunion qui est organisée donc par la CGT Renault-Cléon et par Sud Renault-Cléon. Alors bonjour et bienvenue à tous. Je vais vous présenter les différents interlocuteurs qui se trouvent derrière cette table. Je vais commencer par Inès Mefta, qui est maître de conférence, spécialiste du droit du travail, qui nous fera donc un topo sur la découpe du groupe et sur la convention collective de la métallurgie. À sa droite se trouve Florent Grimaldi, qui est donc de la CGT Renault-Lardy, un camarade qui va passer chez Ampère et de manière plus spécifique à Ampère SAS. Il en dira quelques mots. Et à ma gauche, William Audou, CGT Renault-Cléon, qui, vous le savez que la grande majorité des salariés de Renault-Cléon vont se retrouver dans une nouvelle entreprise, Ampère Cléon SAS, dans le groupe Ampère. Mais il y a quand même aussi des camarades qui vont rester chez Renault ou qui vont rejoindre Ampère SAS avec Renault-Lardy. Voilà, je donne la parole à William, si tu veux, dire quelques mots sur Renault-Cléon. Oui. Alors, ça va être très rapide, hein, je ne vais pas vous présenter tout ça. Vous savez qu'en ce moment, ce qui inquiète, ce qui questionne, ce qui interroge, c'est évidemment la nouvelle convention collective et les futures échéances, j'y reviendrai très rapidement. Inquiétude sur la découpe du groupe et ses conséquences, j'y reviendrai aussi très rapidement. Bon, il y a la dégradation des conditions de travail, etc. Mais voilà. Et les démissions qui se multiplient sur le site de Cléon. Hein, tout ça, ça crée un climat quand même très particulier sur cette rentrée, on s'en doutait. Alors, pourquoi on a cette situation? Le cumul en fait, de toutes ces attaques, parce que ce sont bien des attaques, voilà, ça crée un climat d'inquiétude. Et les salariés aujourd'hui, individuellement, pour beaucoup, la solution qu'ils trouvent, c'est de démissionner. Voilà. Nous, on va essayer de regrouper tout le monde pour se défendre collectivement. Quelques chiffres rapidement sur Cléon. Comment ça se concrétise? Alors, le 1er novembre, on l'a dit, mais il faut qu'on se le répète quand même, les contrats de travail de 2768 salariés de Cléon seront transférés dans une nouvelle société, Ampère Cléon SAS, qui sera dédiée à l'avenir aux véhicules électriques haut de gamme, hein, c'est ce que nous annonce la direction. Et c'est noté dans le courrier recommandé que nous avons toutes et tous reçu. Le 1er novembre, on change d'employeur. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, sur le site de Cléon, il y a d'autres salariés qui vont être transférés. Il y en a 260, c'est même un peu plus maintenant, qui restent Renault, 94 qui passent chez Ampère SAS. Vous voyez, alors, la direction a découpé le groupe en 2 morceaux. Les morceaux, elle les redécoupe en morceaux, et même les sites aujourd'hui sont découpés en morceaux. La direction essaie de diviser évidemment l'ensemble des salariés. Diviser pour mieux régner, vous connaissez bien. Donc ça, je ne développe pas plus. On en reparlera après si besoin, hein, si on doit entrer dans le détail. Il y a évidemment la convention collective de la métallurgie qui va se mettre en place le 1er janvier. Alors on a beaucoup écrit là-dessus, donc je ne vais pas non plus entrer dans le détail, mais on sait qu'au 1er janvier, tout ce qu'on connaît aujourd'hui va disparaître. Il n'y a plus de P1, P2, P3, plus d'APR, plus d'ETAM. Voilà, il y a juste un classement dans un tableau lié à une fiche descriptive des emplois qui a été faite par la direction, disons-le clairement. Et ce classement renvoie à un salaire minimum brut annuel. Aujourd'hui, c'est ce qui est prévu. Alors, les chefs d'atelier, il faut le savoir, ont déjà les fiches descriptives des emplois depuis quelques semaines. Ils sont en train d'essayer de regarder à quoi ça correspond. Bon, visiblement, et selon leur dire, c'est un sacré bazar. Hein, donc, ils sont en train de bricoler ça. J'ai entendu dire qu'il y aurait une réunion jeudi, il y aurait des réunions dans les ateliers, puisque les chefs d'unité ont été reçus pour leur présenter un peu les FDE et comment ça va se dérouler. Et a priori, il y aurait des réunions jeudi dans les ateliers pour informer les salariés. Je ne pense pas que jeudi, l'ensemble des salariés aient leur fiche descriptive d'emploi et leur cotation. Ce sera peut-être plutôt qu'une explication globale sur le déroulement des opérations. On verra. On essaiera d'être présent au maximum dans les réunions du ET. Face à ces attaques et aussi à la dénonciation de nos accords, mais voilà, je pense qu'on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui. Avec l'application de la nouvelle convention collective, la direction en a profité
pour dénoncer l'ensemble de nos accords collectifs. Il y a 11 accords collectifs à renégocier l'année prochaine, hein, couverture sociale, enfin nos primes, tout est à renégocier. Alors évidemment, que ce soit sur la convention collective ou les autres dossiers, si chaque salarié prend sa FDE et essaie d'aller discuter avec son chef, hein, c'est un peu ce qui est prévu dans le planning, hein, pour essayer d'améliorer, on n'y arrivera pas. Nous, notre but, ça va être de regrouper. On a déjà fait des réunions d'information dans les réfectoires. On a eu 180 salariés qui sont venus discuter avec nous de ce qui va se passer. Et nous, on veut faire du collectif. Que ce ne soit pas individuellement, que chacun essaie de défendre son bout de gras en disant « moi, dans mon boulot, je fais ça, le copain ne fait pas ça ». Si ça part là-dessus, ce n'est pas la peine. Donc voilà, le boulot qu'on va avoir à faire, c'est de regrouper tous ceux qui veulent contester cette nouvelle convention qui, au bout du compte, est faite pour évidemment encore diminuer les droits des salariés. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. Je passe la parole à... Avant que Florent Grimaldi de Renaud Lardy prenne la parole, donc Renaud Lardy passe à Ampère SAS, comme un certain nombre de camarades de Renaud Cléon. Et donc, voilà, il y a une prise de contact possible en donnant son nom, son prénom, son mail, pour que justement les camarades de Renaud Lardy aient le contact aussi directement avec les camarades de Cléon qui passeront demain à Ampère SAS. Voilà, je passe la parole à Florent. Ouais, je vais être rapide. Bon, on voit bien le patronat qui veut nous diviser. Donc, côté Renault, c'est vraiment du petit bois, hein. Il découpe, il redécoupe. C'est sur un site, nous, le site de Lardy, la majorité va passer en paire SAS, mais il y a une partie, 150, 170 personnes, qui vont rester Renault. Donc, les sites aussi sont découpés. Il y en a plein qui sont comme ça. Donc, nous, il faut qu'on réponde à ça par l'unité. Là, le 1er novembre, ils vont nous diviser. Bah, nous, on va rester unis. Et c'est pour ça, finalement, il faut faire une prise de judo. Ils essayent de nous diviser. Bah, nous, on s'unit entre sites. Il y a aussi un camarade du Technocentre qui est là aujourd'hui. C'est l'occasion, finalement, de tous discuter. On voit qu'on est tous dans la même galère. On va les prendre à leur propre jeu et on va s'unir. Donc ça, c'est une première étape. J'espère qu'il y aura plein d'autres étapes comme ça pour réagir tous ensemble. Et puis sur la convention de la métallurgie, c'est un peu la même chose. C'est l'individualisation, la division. Chacun qui, avec sa petite fiche d'emploi, va aller discuter avec son chef pour dire avoir des explications. Ben non, bien sûr que non. C'est pas ça qu'il faut faire. Nous, on prône l'unité des travailleurs. Et d'ailleurs, c'est toute la métallurgie qui est concernée. Il y a déjà eu des réactions dans certaines boîtes usines chez Peugeot. Il y a peut-être aussi côté de Safran. Donc, essayons de regrouper toutes ces réactions et de réagir tous ensemble. Donc, c'est aussi ça qu'on doit discuter, je pense, un peu aujourd'hui. C'est comment on organise ces réactions. Nous, il y a un message que la direction veut faire passer. C'est rien ne change. Le 1er novembre, rien ne change. Le 1er janvier, pour la convention de la métallurgie, rien ne change. Bah, nous, on veut que ça change, en fait. On veut des augmentations de salaire, on veut des moyens pour travailler correctement, on veut des bonnes conditions de travail. C'est ça que, à mon avis, on peut mettre ensemble sur la table dans les semaines, les mois qui viennent. Ben, voilà, je donne la parole à Inès Eftar. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse d'être là parmi vous pour évoquer, finalement, si je devais synthétiser le thème de mon intervention, ça va être le démantèlement des collectifs. Et ce démantèlement des collectifs, on voit bien qu'il agit à plusieurs niveaux. D'abord, sur le niveau global, c'est le démantèlement de ce qu'est l'emploi. Et j'ai essayé de vous montrer comment l'emploi, initialement, était pensé comme une donnée collective et qu'aujourd'hui, on avance vers davantage de polyvalence, vers davantage d'individualisation, et ça s'accompagne de baisse de salaire indirecte. Ça, c'est le premier volet de mon intervention. Dans un second temps, on verra le transfert d'entreprise et les conséquences sur le plan individuel pour les salariés et sur le plan collectif. Alors, s'agissant de la convention collective de la métallurgie, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des négociations qui ont duré 7 ans sur la base de revendications patronales. C'est très important c'était une revendication patronale. Et c'est sur la base des revendications patronales visant à la simplification. Le mot d'ordre, c'était « Ah oui, mais il y a trop de conventions régionales, locales, on va tout regrouper, on va tout simplifier. » Et donc, les syndicats qui se sont assis à la table de ces négociations
n'avaient pas leurs revendications, d'accord? Elles se sont assises sur la base des revendications des patrons dans l'UMM. Donc c'était ça le point de départ de la négociation, enfin si on peut appeler ça comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qui est le plus important dans cette grille? Parce qu'on nous rabat les oreilles sur beaucoup de choses, mais ce qui est plus important, c'est les classifications conventionnelles et les salaires minima hiérarchiques avec les primes d'ancienneté. Voilà, les 3 éléments qui sont fondamentaux. Je sais que certains syndicats qui sont formés à l'UMM vont vous rabattre les oreilles sur alors est-ce qu'il y a un tel jour de carence, la période d'essai. Bon, ça, on va laisser ça aux autres. Nous, on va s'intéresser à ce qu'il y a d'important. Les classifs ont par d'où? À la base, c'était une conquête du monde ouvrier d'avoir les grilles parodies. C'est quoi une grille parodie? Déjà, quand on regarde une grille de classification, c'est un grand tableau avec des intitulés d'emploi et une description de ce qui rentre dans l'emploi. Et pourquoi les ouvriers se sont battus pour ça? Parce qu'en fait, décrire l'emploi, c'est faire en sorte que les salariés sachent ce qu'ils doivent faire et c'était éviter que l'employeur n'en demande plus. Pourquoi? Parce que la contrepartie du salaire, c'est le travail. Donc, quand on définit le travail de manière très stricte, et on dit, bah voilà, un tourneur-friseur, il va devoir faire ça. Un préparateur de commandes, il va devoir faire ça. Un salarié qui est magasinier, il va devoir faire ça. Et du coup, l'employeur, il ne peut pas vous demander d'en faire plus. Donc, vous êtes rémunéré strictement pour le travail que vous faites parce que c'est décrit dans la convention collective de branche et vous savez que pour tel niveau, vous devez effectuer telle tâche. C'est clair, c'est précis, il n'y a pas de débordement. Ça, c'est la grille sur laquelle le patronat a voulu revenir. Pourquoi le patronat veut revenir sur cette grille? Parce que c'est un repère collectif. Parce que tous les salariés au niveau de la métallurgie savent que quand on est cariste, eh bien, on doit prendre des palettes et on doit les transporter d'un endroit à l'autre de l'usine à partir d'un CACES, à partir d'un niveau de diplôme. Et ils savent que s'ils veulent évoluer, c'est plus une certification d'ailleurs le CACES qu'un diplôme, eh bien, ils pourront prétendre à autre chose. Mais en fait, la grille, elle est fixée par avance. On sait ce que chacun fait et on sait où on est recruté et on sait comment on peut évoluer. Sur la base de quoi? Petit 1, l'ancienneté, petit 2, les diplômes. Et ça, c'est des critères objectifs. Pourquoi? Parce que le diplôme, l'employeur, il ne l'a pas à sa main. L'ancienneté, l'employeur, il ne l'a pas à sa main. Ça, c'était une conquête du milieu ouvrier. Quand ils ont commencé à négocier, qu'est-ce qu'ils ont proposé comme grille? Alors, ils disent, c'est totalement nouveau, ils ont raison. C'est des grilles à critères classants. C'est une grille avec des compétences. Et en fait, ce qui va être classé, c'est l'autonomie, les connaissances, la communication. Rien qui corresponde à ce que vous faites dans vos métiers, ça ressemble plutôt à la description dans des professions commerciales, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va plus définir l'emploi de manière très stricte, on va définir les compétences qui sont requises pour occuper l'emploi. Du coup, on va passer d'une référence collective et objective à une référence subjective et individualisable. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus de polyvalence. Pourquoi les employeurs se sont battus pour ça? Le résultat des cours, c'est que ça donne plus de polyvalence. Si on ne sait plus, par exemple, qu'un cariste, ça doit transporter les marchandises d'un bout à l'autre de l'usine, que ça doit maîtriser les règles de sécurité pour le trajet à l'intérieur d'une usine. Vous savez ce que ça fait? On sait que le cariste, il est autonome à degré 3, on sait qu'il a des connaissances à degré 2. Résultat des courses. Le cariste, quand il a fini son boulot de cariste, vous savez ce qu'on va lui demander? On va lui demander d'aller à la prod. Pourquoi? Parce qu'on définit plus précisément exactement ce qu'est le métier, ce qu'est l'emploi de cariste. C'est ça. Et c'est ça qu'on vous a volé. On vous a volé votre savoir-faire, votre emploi, qui était caractérisé par un savoir-faire. Et pourquoi on vous l'a volé? Parce qu'on sait que, en droit du travail, et partout dans les usines, tout le monde le sait, il y a une différence entre le temps de travail effectif et le temps de travail productif. Le temps de travail effectif, c'est ce que l'employeur doit vous payer. Vous commencez à telle heure, vous finissez à telle heure. Le temps de travail productif, c'est le temps que vous passez à la prod. Mais des fois, vous avez 5 minutes, vous allez avoir 10 minutes pour respirer. C'est ces 10 minutes-là qui vous permettent de sortir la tête de l'eau, d'aller voir vos collègues. Des fois, vous allez avoir une demi-heure de battement.
C'est ce qui va vous permettre de respirer, de communiquer, d'avoir une vie sociale dans l'usine. Parce que le travail, c'est pas que la prod. Et bien, la polyvalence, vous savez, c'est quoi? C'est une confusion entre le temps travaillé effectif et le temps de travail productif. Il n'y a plus de temps mort. Quand le cariste il aura fini de transporter ses palettes, vous savez ce qu'on va lui demander de faire? On va lui demander d'aller à la prod. Et quand le salarié à la prod, à l'emboutissage, il aura fini, eh bien, on va lui demander d'aller dans un autre endroit. Et quand il aura fini, on lui demandera de faire encore autre chose. Pourquoi? Parce qu'il sera polyvalent. Là où avant, la polyvalence, elle était illicite, c'est-à-dire qu'en vertu du contrat, on ne pouvait pas demander au salarié de faire autre chose, les nouveaux recrutés, on va leur mettre un contrat de travail de polyvalent, et avec la grille, il n'y aura pas de limite. Ils ne sauront pas ce qu'ils devront faire, donc par définition, ils pourront tout faire. C'est le rêve du patronat, c'est le salarié taillable et corvéable à merci. C'est ça qu'ils vous proposent. Donc, tu vois, quand tu me dis, ils ne vont plus réussir à recruter, mais ils n'auront plus besoin de recruter. Parce que le boulot qui était fait par 3 salariés, eh ben, ils le feront faire par un seul. Et comment ils feront ça? Ben, c'est très simple. Quand tu as fini ton boulot, eh ben, tu vas en faire un autre. Et un autre, et un autre, et un autre. C'est ça qu'on vous vole. Et la polyvalence, c'est quoi? Alors, se consigner à convention, oui, mais il n'y a pas de baisse de salaire. Mais attendez, mais si moi je suis recrutée comme cariste, si je fais autre chose que le métier de cariste, mais tout le temps que je passe à faire autre chose, c'est du temps que je ne suis pas payée. Et c'est extrêmement nocif sur le plan du travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand il y a un accident du travail, vous savez ce qu'on fait? On garde le contrat des salariés et ses fonctions. Ah, mais vous étiez cariste, mais qu'est-ce que vous faisiez à la prod? L'employeur, il va émettre des réserves. La sécurité sociale va dire, mais le salarié, il a outrepassé le cadre de ses fonctions. Allez, pas de reconnaissance d'accident du travail. Dans 20 ans, quand vous aurez sniffé des espèces de cols, d'alcool, tout un tas de matières qui vous font avaler ou respirer, la reconnaissance d'une maladie professionnelle, c'est quoi? C'est un tableau où on décrit les tâches des salariés. Et c'est sur la base de ces tâches-là qu'on voit si vous pouvez ou non faire reconnaître telle pathologie comme maladie professionnelle. Je pense par exemple au cancer bronchopulmonaire ou à ces choses-là quand on respire trop de matière étrange. Mais qu'est-ce qui se passe? On décrit vos fonctions. Mais quand vous êtes polyvalent, quand c'est écrit nulle part ce que vous faites, dans 40 ans, quand vous serez malade, vous croyez que vous allez retrouver vos collègues pour faire des attestations et pour dire que oui, effectivement, vous avez travaillé avec telle peinture? Non. Résultat des courses, vous ne pourrez pas faire reconnaître votre maladie professionnelle. Dernier exemple, c'est il y a de la pénibilité. La retraite, il y a des points de pénibilité qui sont reconnus. Mais quand il y a tant de polyvalence qu'on n'arrive pas à savoir ce que vous faites, ben vous allez faire un métier pénible, mais on ne vous reconnaîtra pas les points de pénibilité. Résultat des courses, alors c'est pas grand-chose, hein, là vous auriez pu grappiller 2, 3, 4, 5 mois avant d'aller en retraite. Voilà, ces 5 mois, on va vous les prendre. Donc quand on vous dit que cette convention de la métallurgie, elle ne change rien, elle change tout. C'est polyvalence à outrance, sans contrepartie. Hein. Je ne vois rien qui puisse constituer une contrepartie et dont pourraient se réclamer les syndicats qui sont des syndicats signataires. Je ne vois rien, moi. Et c'est ça qui m'inquiète. Et pour de vrai, et là c'est une main qui est tendue hein, aux syndicats avec qui je discute, il y a un vrai travail de fond à faire sur qu'est-ce que l'emploi. Parce qu'on a besoin d'avoir une vision revendicative, en tout cas pour le monde ouvrier, parce que là on est face à une régression historique et chacun doit prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que l'emploi? Comment on définit l'emploi? Comment on aborde l'emploi, mais d'un point de vue salarial, pas du point de vue des patrons. Parce que quand on commence à discuter la langue des patrons, c'est qu'on est déjà foutu, en fait. Non, mais c'est vrai, quand on commence à... Il y a des syndicats qui se battent pour faire partie des groupes de cotation. Je leur dis, les gars, quand vous vous battez pour aller discuter autour des chiffres, vous êtes égarés. Vous êtes égarés, abstenez-vous, c'est pas la peine. Le mieux que vous puissiez faire, c'est rester assis dans votre local et vaquer à vos occupations. C'est le mieux que vous puissiez faire. Pourquoi? Parce que quand dans les boîtes, les syndicats vont aller coter aux côtés des patrons, qu'est-ce qui va se passer? Quand le salarié va venir, il va dire, mais attendez, mais moi, ma cotation, elle ne correspond pas. Ils vont dire quoi? Mais votre syndicat, il est d'accord. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Le syndicat, il est d'accord avec cette cotation. Et on va se retrouver avec quoi? Avec des salariés qui vont venir comme à l'école. Ah, mais moi, je suis E4, je suis B2, alors que je devrais être B4. Bon, moi, j'ai ça à la fin des cours ou des TD, des étudiants, à la fin des partiels, ils viennent, on est au marché de Rungis, on discute à un point près. Mais jamais on discute de... Et qu'est-ce que vous avez compris de votre copie? C'est quoi l'emploi? Alors que la vraie question, c'est ça, c'est quoi l'emploi?
Et je pense que les seuls qui sont capables de dire ce qu'est l'emploi, moi, je ne peux pas vous le dire. Hein. Moi, je suis une universitaire, je suis fonctionnaire, c'est vous qui connaissez votre boulot. Hein. Votre direction, elle ne connaît pas plus votre boulot. Hein. D'ailleurs, ils galèrent pour faire les fiches descriptives d'emploi, sachez-le. Hein. J'ai des boîtes dans lesquelles ils confondent emploi et poste, et donc ils cotent les postes. Parce qu'il y avait déjà tellement de polyvalence qu'ils ne savent pas. Il y a d'autres boîtes où ils vont faire 3 fiches d'emploi et ils vont donner à un salarié qui est tellement polyvalent 3 fiches d'emploi. Parce que le gars, il fait 3 boulots. Et c'est pas une blague. Hein. Et c'était une direction qui n'était pas de mauvaise foi. Dire, mais nous, cette convention, on en a marre, on n'en veut pas. Ils nous ont coincés, l'UMM. Bon, on ne veut pas les léser, parce que déjà, on galère pour recruter, on ne veut pas les léser. Ah ouais, vous allez faire comment? On va leur donner 3 fiches d'emploi. Ah oui? Ah bah oui, parce qu'ils sont polyvalents, donc nous, on ne veut pas les léser. Et attention, ils seront cotés sur la plus haute des 3 fiches descriptives d'emploi. Grand seigneur. Grand seigneur. J'ai aussi vu des syndicats qui faisaient des permanences, qui avaient été formés par l'UMM et qui proposaient aux salariés de leur faire des permanences pour leur expliquer leur future cotation. Ah, franchement, allez à l'UMM directement. Je veux dire, c'est pas la peine de passer par la case syndicat. Non, mais si on veut être sur les revendications du patron, autant aller voir le patron directement. Hein. C'est pas la peine de... Donc ça, c'est la convention de la métallurgie. Le grand piège, c'est plus de polyvalence, pas de temps mort et pas d'évolution. Puisque vous auriez pu prétendre, un préparateur de commande, son rêve, c'est quoi? C'est d'être cariste. Parce que c'est moins dur et c'est un peu mieux payé. Mais là, quand le cariste, il va faire préparateur de commande, quand le préparateur de commande, on va lui donner une petite vieille autorisation pour dire tu peux faire cariste. Mais il ne va pas évoluer. Il évoluera jamais. Pourquoi il évoluera pas? Parce qu'on lui fait déjà faire gratuitement le boulot auquel il pourrait prétendre. C'est ça. On dit on change rien, mais en fait, on casse l'escalier. On dit mais vous pourrez toujours progresser. Oui, mais on casse l'escalier, on vous demande déjà de travailler gratuitement. Donc, qu'est-ce qui reste dans la convention collective de la métallurgie? Et franchement, je pense que quand historiquement on en arrive à ce niveau-là, c'est qu'il ne reste rien, il reste le contrat de travail du salarié. Et c'est terrible parce qu'au début du siècle, tout le monde disait, c'était les réactionnaires, les profs de fac qui parlaient du contrat, on les regardait comme des réacs. Hein. Ils disaient, mais contrat, c'est ce que tu négocies avec ton patron. Tu négocies pas quand tu es face à ton patron. Et aujourd'hui, c'est la seule chose qui reste aux salariés. Pour résister à la mise en œuvre de la convention de la métallurgie, la seule chose qui vous reste, c'est vos contrats. Et de dire, attendez, moi, dans mon contrat, je suis cariste. Je ne suis pas cariste polyvalent. Donc, un cariste, ça conduit en engin, ça ne fait pas autre chose, ça ne fait pas de prod. Ça veut dire que, surtout, ne signez pas les avenants qu'ils vont vous proposer. Et accrochez-vous bien fermement à vos contrats. Mais dire ça, c'est vraiment le summum de... C'est quand il ne reste plus rien, quoi. Accrochez-vous à vos contrats. Mais bon, on en est réduit à là. Ça, c'est sur la convention collective de la métallurgie. Ensuite, autre point, il y a les primes d'ancienneté. Pourquoi c'est une case du collectif? Parce que tous les nouveaux recrutés, ils seront recrutés, mais le calcul de la prime d'ancienneté, il sera sur des nouvelles bases qui sont beaucoup plus basses. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes primes d'ancienneté pour le même travail. Tous les nouveaux arrivants, ça va être difficile de les mobiliser. Pourquoi? Parce que pour le même travail, vous ne serez pas payé pareil en termes de rémunération. Ça va être compliqué, ça. C'est-à-dire que vous transpirez pareil, vous réveillez tôt le matin, le travail il est dur pour tout le monde, mais eux seront moins payés. Alors, allez mobiliser des salariés qui sont moins payés sur les primes d'ancienneté. Dire ça change rien, c'est pas vrai, ça change tout. Des fois, ça se joue à 50, 60, 100 euros. On s'était amusé à faire... Enfin non, c'est pas un amusement. On avait fait l'expérience de faire les calculs avec les nouvelles primes d'ancienneté. Les salariés perdaient 100 euros par mois. Alors d'un côté, ils vont négocier la prime de partage de valeur ajoutée et de l'autre côté, ils vont négocier des primes d'ancienneté au rabais. Mais c'est rabais pour tout le monde. Hein. Et une fois que vous aurez rattrapé, parce qu'en fait, ils disent qu'ils ne toucheront pas pour les salariés actuels, mais quand vous aurez rattrapé les primes, le montant actuel, après, l'évolution de vos primes d'ancienneté, elle sera ralentie. Et attention, il y a des salariés qui étaient cadres, qui vont passer non-cadres, c'est le désespoir des directions parce qu'ils vont se mettre à leur payer la prime d'ancienneté. Et ça, ils ne veulent pas, ça. Et ils se sont rendus compte qu'en dégradant des salariés, les salariés, ils allaient gagner plus. Bon, ils feront en sorte que ça n'arrive pas. Faisons-leur confiance. Donc, ça, c'était le point de vue global pour la convention de la métallurgie. Désolée, c'est pas rafraîchissant, c'est pas revigorant, je ne vous apporte pas des bonnes nouvelles.
Mais je pense que c'est important d'avoir une approche de ce que veulent faire les employeurs, parce qu'ils sont à fond sur la polyvalence. Autre point, alors vous, c'est la totale. Pourquoi? Parce que, en fait, la casse du collectif, elle se fait au niveau global avec la Convention de la métallurgie. Elle se fait au niveau plus microcosmique avec le transfert d'entreprise chez Renault. Alors, un transfert d'entreprise, c'est quoi déjà? Eh bien, en fait, c'est l'employeur qui va changer. Celui qui vous emploie, c'est une personne morale. C'est un employeur, en fait, en droit, une personne morale, c'est une personne juridique qui n'a pas de corps. Voilà. Donc, Renault, SAS ne sera plus votre employeur, n'est déjà plus pour certains, je crois, et ça va être Renault Ampère, votre employeur. Alors, c'est l'article 1224.1. L'article 1224.1 permet le transfert du contrat de travail en cas de changement d'employeur. C'est un nouveau employeur, avec de nouveaux comptes, avec de nouveaux clients, avec de nouveaux salariés. Alors la question c'est, est-ce que le salarié, à titre individuel, peut s'opposer au transfert? La réponse c'est non. Non, non, non. Vous ne pouvez pas. Le transfert, il s'impose à l'employeur et au salarié. Mais attention, ne signez pas d'avenant. Le transfert, il est automatique et immédiat et il se fait sur la base des contrats que vous avez. Moi, je suis Renault. Je sais qu'il y a une nouvelle convention collective de la métallurgie qui va entrer en vigueur. J'ai un transfert. Je fais la stratégie du choc. Vous êtes tellement sidérés par ce qui se passe, tellement c'est gros, que j'en profite pour faire signer des avenants. Tiens, c'est ton avenant. Et les salariés me disent, est-ce que je dois signer mon avenant? Je dis, mais ce n'est pas ton avenant, c'est l'avenant de ton patron. Ce sera ton avenant si tu acceptes de le signer. Après, je tiens à préciser une chose, c'est que la résistance individuelle, tout le monde a essayé, ça ne fonctionne pas. Donc le salarié qui veut refuser à titre individuel de signer un avenant, il peut le faire, mais il faut qu'il ait ses copains derrière. C'est-à-dire qu'il faut que le refus, quand il y a une proposition d'avenant, le refus il doit être collectif. Parce que s'il y en a un seul sur 50 salariés qui refusent, ils vont l'oppresser et puis il va craquer, il va finir par partir. Ou bien il va accepter la modification de son contrat, sachant qu'en droit, le salarié est libre d'accepter et de refuser la modification de son contrat. Le transfert, il n'a pas donné son avis. En revanche, le contrat, le salarié, il ne faut pas signer d'avenant là. C'est vraiment pas le moment de signer un avenant. Ensuite, sur le plan collectif. Sur le plan collectif, en fait, les accords collectifs, ils vont être mis en cause. Mis en cause, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un délai de préavis de 3 mois, suivi d'un délai de survie de 12 mois, ce qui fait 15 mois, à l'issue desquels les nouvelles dispositions de la nouvelle entité vont entrer en vigueur. Alors, j'ai un peu parcouru ce qu'ils appellent le socle social. Les gars, il n'y a pas de socle. Il n'y a pas de socle. D'abord, l'accord sur l'égalité, c'est anecdotique. Par contre, l'accord qui était intéressant, c'était l'accord sur le droit syndical. Ah, les syndicats, ils sont bien. Non, mais ça, c'est pour un bureaucrate, c'est parfait. Il y a tellement d'heures que les salariés, pour permettre le transfert d'entreprise, certains élus n'auront même plus besoin d'aller au travail. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand il y a un transfert, j'ai envie d'être avec mes collègues. Il faut qu'on soit ensemble, c'est le moment de se regrouper. Non, eux, ils se regroupent entre eux. On leur donne des heures. Et ça, par contre, ça, c'est bien cadré. Il y a beaucoup d'heures. Ils leur proposent des formations aussi. C'est la direction qui va les former. C'est un nouveau concept. C'est la direction. En fait, la formation, on vous apprend à avoir un esprit critique. Là, c'est ce qu'on essaye de faire. Même si c'est de l'information. Ok. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est la direction qui explique aux élus comment ils doivent penser les textes. Bon, les autres syndicats, ils ont de très bons services juridiques. Au niveau de leur confédération, même la CFDT, ils ont un très bon service. FO, ils ont un très très bon service. Il y a des personnes qui savent faire du droit. Ils n'ont pas besoin que Renault vienne leur expliquer. Donc, moi, dans le socle social commun, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu que les élus, ils avaient bien grappillé des heures. Ils ont grappillé des moyens au niveau central. En dehors de ça, tout le reste, ça a vocation à être négocié, a priori avec les nouveaux syndicats qui vont arriver, dont on ne connaît pas la représentation. La seule chose, c'est qu'il va y avoir une unité économique et sociale. Une unité économique et sociale, en gros, c'est... on appelle ça... je sais pas moi... c'est un périmètre de représentation qui dépasse les différentes entités juridiques et par lesquelles l'employeur va réduire les mandats.
ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir moins de mandats, moins d'élus, moins de personnes sur le terrain. En fait, c'est une représentation un peu bureaucratique, c'est les technocrates qui se retrouvent entre eux pour parler du travail, sachant qu'il y en a, ils ne sont pas retournés au travail depuis l'époque où moi je jouais à la marelle, quoi. Non, mais c'est vrai, hein. Quand on se déconnecte du travail, c'est compliqué après de revendiquer pour les collègues, puisqu'on ne fait pas le même travail. Négocier, ça devient un travail à part entière, hein. Ça, c'est sur le plan collectif. Alors, dire Renault s'engage, Renault... Les engagements Renault, vous avez fait des plans départ volontaires, vous avez fait des ruptures conventionnelles collectives, il y a eu des plans sociaux, vous savez très bien quelle est la valeur des engagements chez Renault, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, je ne vous ferai pas cette offense-là. Donc, Renault qui s'engage, ça vaut absolument, absolument rien. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut et qu'il veut. Chacun a sa liberté de conscience, hein. Mais pour moi, cet engagement, il relève de la croyance. Voilà. Ce n'est pas un engagement au sens juridique du terme. Parce que de toute façon, tous les accords, ils sautent. Donc, qu'est-ce qui va rester? Le collectif que vous allez créer. Après, ce qui est rassurant, c'est que APSA, enfin maintenant c'est Stellantis, je n'arrive pas à m'y faire, mais c'est comme ça, eh bien, on s'était vu en juillet, on avait discuté avec les salariés, je leur avais parlé de polyvalence, et là, ça commence à débrayer sur la polyvalence. Ça veut dire qu'en fait, les salariés, quand ils sont bien informés, quand ils sont bien formés, quand ils savent exactement ce qu'ils perdent, ils sont prêts à bouger. Et il y a des collectifs qui se reforment un peu partout. Donc maintenant, la balle, elle est dans votre camp, hein, puisque ça tape tous azimuts. L'idée, c'est de créer, c'est de la création, hein, les instruments collectifs qui vont permettre à chaque individu de voir le respect de leurs droits. Mais de penser que chacun peut aller tout seul négocier dans son coin, ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des questions, des interrogations, des objections. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Moi, j'ai une question, mais bête, mais oui, c'est-à-dire que nous, les anciens, Parle fort, hein. Ils vont nous instaurer aussi un nouveau contrat. On va être obligé de signer ou pas, comme vous avez dit. En fait, alors attends, est-ce que toi... Parce qu'il y a les nouveaux, les jeunes, malheureusement, eux qui meurent la mort, là, les jeunes, quand ils sont embauchés, ils ont des pertes de salaire catastrophiques. Mais aussi, moi je pense que, je ne sais pas, au niveau des anciens, comment ça va se passer avec les acquis qu'on a, avec tout ça. Enfin, c'est des tas de questions qu'on se pose. Malheureusement, tout le monde se les pose, tout le monde a peur, tout le monde se chie dessus. Mais j'en vois pas beaucoup qui travaillent avec moi, qui sont. Voilà. Alors, quand je vais arriver au boulot, on va faire alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais leur dire pas les vérités. Non, mais je crois que c'est filmé et je peux transmettre à vos camarades un PPT. J'aime pas ça. Là, moi, je ne suis pas la direction, je ne vous présente pas avec des PPT. Par contre, j'en ai sur la Convention de la métallurgie. Si vos collègues ils veulent, ça vous intéresse, je peux vous le transmettre. Ça, c'est si ça vous intéresse. Maintenant, on va revenir à ce que tu évoquais. C'est-à-dire, la première chose qu'on doit se poser quand on a un avantage, c'est quelle est la source de cet avantage. Exemple, tu as une prime. Allez, tu as une prime d'ancienneté. La première question que tu dois te poser, et c'est une réflexion globale en droit, c'est quelle est la source? Pourquoi la source? Parce qu'en réalité, la capacité de l'employeur de modifier cette prime et de te la retirer, elle va dépendre de cette source. Est-ce que c'est un accord collectif, c'est-à-dire une convention collective de branche, d'entreprise, d'établissement, de groupe, ou est-ce que c'est le contrat? Alors, tous les avantages qui sont dans votre contrat ne peuvent être modifiés unilatéralement par l'employeur. Quand c'est dans le contrat, il faut votre accord. Ça veut dire, et le transfert n'emporte pas la modification du contrat, d'accord? Ça veut dire que quand tu vas arriver dans l'entité Ampère, c'est le même contrat qui va se poursuivre à l'époque où tu étais chez Renault. Donc, ton contrat de travail, il n'est pas modifié par le changement d'employeur. La seule chose qui change, c'est l'employeur. En dehors de ça, tout ce qu'il y avait dans ton contrat, ça ne change pas. Alors maintenant, la question, c'est il y a quoi dans ton contrat? Il y a ton salaire, il y a le lieu de travail, il y a ton temps de travail,
Ensuite, il y a ta qualification. Et il y a, alors, salaire, lieu de travail, temps de travail, qualification. Et il m'en manque un là. C'est pas normal, je le fais une fois par semaine, ce truc-là. Ancienneté, non? Non. Ouais, non. Ton statut. Non. Attends. Salaire, lieu de travail, temps de travail. Qualification. Employeur. Non. La qualif. Elle est là. Elle est là, elle est là. Ouais. L'émission. Comment? L'émission. C'est dans la qualification. Bah oui. Si on suit ta théorie, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi? Parce que dans le contrat de travail, si je ne me trompe pas, Ouais. on était mis à disposition à Renault-Cléon. Oui, mais Et ça le change. contrat de travail dépendait du siège. Et là, Ampère, c'est une entreprise créée à Cléon. Mais en fait, là. Donc il y a bien une modification de contrat dans ce Non, cas-là. non, en fait, là, ton contrat de travail n'est pas modifié. C'est ton employeur. D'accord? D'accord. C'est la personne, c'est ton employeur. Voilà. Tu passes de Renault, Renault SAS à Ampère. Mais en dehors de ce passage-là, Ouais. ton contrat de travail, lui, ne change pas. Ton lieu, oui. Mais quand, Non, pourquoi? excuse-moi, mais Pourquoi ton lieu change? Ton contrat t'est rattaché à Renault, au groupe, c'est-à-dire à Paris, au siège. Non, ton lieu, Non. c'est Cléon. Non, ton lieu, c'est. En fait, non, ça ne change pas. Ton lieu de travail, tu sais, c'est quoi? Ça se définit par le secteur géographique. Le secteur géographique, D'accord. là, tu vois, tu es en Normandie, je comprends mieux. Ok. c'est ton secteur géographique. Ah, Donc, l'employeur, il peut te demander de bouger dans le même secteur géographique. Ok. Par exemple, si tu as un bout de l'usine à 10 mètres, eh ben, on peut te Ah, demander mais là, d'aller à un bout de l'usine. Par contre, on ne peut pas te demander d'aller à l'Ardi. Là, pour le coup, c'est une modification de ton contrat. On n'en On voudrait doit pas. te demander. Mais non, mais j'ai bien compris. On doit te demander ton accord. Je parlais de rattachement de contrat au siège. En vrai, je pense au siège. Non, non. Parce que nous, on a des contrats, comme l'Ardi, vous avez des contrats de mise à disposition. Après, la mise à disposition, c'est quelque chose de spécifique. C'était recruté par un employeur et il te prête à un autre employeur avec ton accord. Ça, c'est particulier. C'est ça, Renault. C'est nous, c'est C'est ça. particulier. Renault, c'est ça aujourd'hui. En Ça, c'est fait, particulier. nos contrats de travail dépendent du siège. On est tous des salariés du siège. Et bien, dorénavant, tu seras un salarié mis à d'Ampère. disposition, par exemple, on était mis à disposition chez Renault SNC. Et bien, dorénavant, tu seras chez C'est Ampère. pour ça que je te demandais si nos contrats étaient modifiés. Mais ou en pas. dehors de. Voilà. Non, vos contrats, ils sont juste transférés, ils ne sont pas modifiés. Ils seront modifiés que si tu acceptes cette modification. Alors, justement, ma question, c'est est-ce que nous, les anciens, ils vont nous faire essayer de signer cet avenant? Je ne sais pas. Voilà. Mais si vous propose, vous avez le droit de refuser. La seule hypothèse dans laquelle le salarié peut se voir imposer une altération d'un des éléments du contrat, c'est en cas d'accord de performance collective. Je ne crois pas que ce soit le cas chez Renault qui est un accord de performance collective. Donc là, s'ils te demandent, par exemple, te disent, tiens, un avenant, non, c'est une lettre d'information, ils vont vous dire que vous passez à un nouvel employeur. Par contre, le contrat n'est pas modifié. Deuxième source, la convention collective, branche entreprise établissement. Alors là, pour le coup, tout le statut collectif, bah, il est mis en cause. Tout ce statut collectif, il est mis en cause. Alors, autant la convention de branche, bon, bah là, c'est un cas particulier, mais les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe, eh ben, pour le coup, ils vont vocation à être altérés. Et c'est là qu'ils vous proposent le socle social commun. Et ça, par contre, vous n'avez pas votre avis à donner. Dès lors que vous avez voté pour des syndicats, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à 2 fois avant d'aller voter. Non, parce que maintenant, le vote, tu te le manges en pleine figure. Hein. Si ce n'est pas un vote d'adhésion et qu'on vote parce que les places de Cinel sont à 4,50 € et que tel syndicat, il s'est battu et il a réussi à gratter 30 centimes, tu te rends compte? Et tu votes pour ce syndicat-là, ouais, bah, après, il va falloir prendre le reste. Hein. Non, mais c'est pour ça, hein, quand les salariés, ils pensent que les syndicats, c'est les œuvres sociales et culturelles, c'est les places de ciné, et allez, je vais amener le gamin au parc Astérix, tu te rends compte, c'est 30 €, c'est génial. Ah ouais, et tous les mois, t'as des accords catastrophiques qui sont signés, mais, enfin, je sais pas vous, mais moi, je préfère avoir un De toute bon façon, salaire. Là, on est dans un système où là, tout le monde fait l'autruche. Hein. Enfin, Certains plus que d'autres. Hein. Dans les ateliers, il y en a plein qui vont aller, tu les entends hurler, gueuler toute la journée, et puis bah, dès lors, j'en ai pour cause quand on a fait des grèves pour la retraite, hein, bah, les gars, hein, on était combien?
Puis quand j'arrivais le soir en boulot, ouais, il y en a marre, machin. C'est que ça. Les gens ont peur. Les gens ont peur de bouger. On en est arrivé là. En fait, Ils ont leur petit truc à eux. On les a placés P3 parce que c'est des P1CS et puis ils font le boulot de P3. Ils sont très bien comme ça leur va bien. Ils gueulent toute la journée qu'ils en ont marre. Il y en a une fois, il vient me voir, il me dit, j'en ai marre, toi, continue. Arrête, reviens-toi en chaîne, puis laisse tomber. Oui, mais non, tu comprends. On est dans ce système-là aussi, c'est que les gens ont peur. Moi, je suis arrivé de c'est bien chez moi. mais moi, je pense que c'est au-delà de ça. En fait, notre système juridique en France, c'est pas un système juridique qui est créé pour permettre aux salariés de se syndiquer. Il y a un principe qui est lié aux accords collectifs qu'on appelle l'effet Ergauness, qui n'existe pas en Allemagne ou par exemple dans les pays du Nord. En Allemagne, si tu n'es pas syndiqué, on ne t'applique pas la convention collective. Dans les pays du Nord, si tu n'es pas syndiqué, tu n'as pas de protection sociale. Oui. En France, alors, vous êtes 10 pecnos à faire grève pendant 3 semaines, vous obtenez une augmentation de salaire pour tout le monde. C'est ça. Ok. Et ben, je veux savoir, le gars qui est resté assis, celui qui t'a craché au visage, lui, il aura la même augmentation que toi. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'effet Ergauness. Quand un accord collectif est signé, il a une dimension réglementaire, il va s'appliquer à tout le monde. Donc, en fait, le droit, il invite les gens à rien faire. Puisque si ton collègue, il bouge, toi, tu vas avoir la même chose. C'est la porte ouverte à l'individualisme. Ouais, c'est de dire, bon, bah, les autres, ils feront pour moi. Et on voit bien, par exemple, dans les grèves, quand il y a eu la grève à Aulnay, quand il y a eu la fermeture, il y a des salariés qui... ils soutenaient ceux qui faisaient grève. Mais ils ne faisaient pas grève. Ouais, c'est ça. Mais quand il y a eu un accord plus favorable, ben, ils ont pu bénéficier des dispositions de l'accord. C'est ça, ça. En fait, tout le système juridique, il est créé comme ça. C'est catastrophique, oui et non, parce qu'après, les salariés aussi, il y a toujours... Bon. Après, c'est facile pour moi de dire ça. Moi, je vous dis, je suis fonctionnaire. C'est-à-dire, mon point d'indice, il augmente d'année en année, alors pas aussi vite qu'on voudrait, mais pour moi, ça ne bouge pas. Donc, c'est facile aussi, j'ai la critique facile et je connais mes limites dans mes critiques. Et c'est pour ça que je précise bien qu'elles sont relatives et que c'est facile pour moi de critiquer. Mais il y a des salariés, en fait, ils veulent bien se convaincre que la solution, c'est de rien faire. Après, c'est comme ça. Mais de toute façon, il n'y aura pas de salut en dehors du collectif. Vos employeurs, ils peuvent se faire la guerre sur le terrain de la concurrence, mais en tout cas, quand ils arrivent au niveau de la branche, ils sont très unis. Ils sont très unis. Et quand ils ont signé cette convention, ils ont fait péter le champagne. Ah bah oui. Voilà. Donc, maintenant, la question, c'est quelle est la réponse que vous pouvez donner? Est-ce qu'elle va être individuelle? Et alors, chacun va être appelé à son propre sort. Mais la réponse individuelle, ça veut dire, tu fais de la polyvalence, tu n'as pas 2 minutes pour respirer, demain, tu as un accident du travail. Moi, carrément, il y a des usines dans lesquelles la participation, elle est liée aux accidents du travail et il y a une bonification. Et quand il y a plus d'un certain taux d'accidents du travail, eh ben, ils leur retirent. Et vous savez ce qu'ils font, les salariés, maintenant? Non, mais quand il y en a un qui fait un accident du travail, ben, ils ne font plus d'attestation. Oh, il est chiant, il y a un accident du travail, c'est de sa faute. Et du coup, ils s'en prennent à leurs collègues. Plutôt que de dire, on a une organisation du travail qui est pathogène, qui pose des difficultés, parce qu'on a des cadences qui ne sont pas tenables, on va remettre en question la déclaration d'accident du travail du salarié. On ne lui fera pas d'attestation pour dire que, oui, effectivement, il travaille avec moi quand il est tombé. Non. Et l'employeur, il émettra des réserves. Voilà, on en est là quand même. Ouais. C'est comme ça chez nous. C'est chez vous que c'est comme ça? Oui, ça. J'espérais que chez vous, ça ne le soit pas. Ah oui, c'est... Après, tout à l'heure, ce que tu disais, la mobilisation, elle est compliquée aussi parce que nous, ils ont rajeuni les effectifs au niveau d'usine. Les jeunes, ils ne font plus carrière chez Renault. Donc, la mobilisation va être compliquée. Ils se mobiliseront, oui, parce que d'une industrie à l'autre, ils verront que la convention est la même partout. Et là, ils vont commencer à agir, parce qu'en vieillissant, ils verront qu'ils se sont organisés. Mais sinon, le jeune ici ne veut pas se mobiliser, il va se dire, oh, moi je suis là, je suis de passage, si ça va pas, je dégage, je m'en vais ailleurs. Quoi. Il n'y a plus, comment dire, tu prends les anciens, ils avaient encore les anciens étaient fiers d'aller travailler chez nous, c'est une grosse boîte. Aujourd'hui, c'est fini ça, c'est fini.
Et ça, c'est les directions successives qu'on a eues qui ont fait partir l'intérêt de travailler chez Renault. Aujourd'hui, c'est plus attractif, c'est fini. C'est Ah, c'est clair. c'est comme dans la présentation quand même. C'est une attaque de l'ensemble du patronat de la métallurgie et même au-delà. C'est Ah pas oui. spécialement Renault. Non, non, c'est mélange. Dès le départ, c'est l'ensemble du patronat qui met en place des attaques, alors dites individuelles, mais finalement, ce sont des attaques collectives. Et c'est ce que nous, on met en avant, ce sont des attaques collectives, même si ça passe par des individus, mais c'est collectif. Bon, et nous, face à ces attaques, j'allais dire, mais c'est pas nouveau quand même, hein, des attaques collectives, eh bien, la réponse, ça doit être collective. Et comme tu le disais, tu prenais l'exemple de PSA, mais en fin de semaine dernière, tu as eu la même chose chez Safran, où, quand les salariés, on leur a expliqué un peu les fiches emploi, il y a des réactions collectives. Et c'est là-dessus que nous, on mise, c'est là-dessus sur lequel on milite, c'est que, bah oui, il va falloir réagir collectivement, discuter collectivement comme on le fait aujourd'hui aussi, parce que ça passe aussi d'abord par la discussion collective pour pouvoir aussi réagir collectivement. J'avais vu une main levée tout à l'heure. Oui. Et du coup, sur la prime d'ancienneté, vous disiez que c'était que les jeunes qui allaient être impactés, mais en fait, non, c'est pas. Bah, en fait, dans Nous aussi, l'immédiat. on va être impactés parce que ça va être comme une garantie jusqu'à temps qu'on rattrape le calcul. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire, vous, des 15 mois, oui, excusez-moi. Non, au-delà des 15 ans. En fait, la prime d'ancienneté telle qu'elle existe actuellement, elle est calculée par rapport au salaire minima hiérarchique. C'est une fraction. C'est un type de calcul particulier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les nouveaux recrutés, eux, ils n'auront jamais connu l'ancienne prime. D'accord? Et leur salaire, ils se feront en fonction des salaires minima hiérarchiques nouvellement négociés. Vous, chez Renault, vos salaires minima hiérarchiques sont un peu plus hauts que ceux qui sont au niveau de la branche. Historiquement, ils étaient plus hauts en tout cas. Largement plus hauts. Les nouveaux arrivants, c'est pas sûr que ce soit largement plus haut. Non, mais, et c'est là qu'on voit qu'il y a une casse du collectif parce qu'en fait, les nouveaux arrivants, le calcul de leur prime d'ancienneté, il va se faire sur la base des salaires minima hiérarchiques qui, par définition, sont plus bas que ceux qu'il y a chez vous. Donc, le calcul, il sera forcément plus bas. Et nous, il y a une compensation pour ceux qui sont déjà embauchés. Il y a une compensation à l'instant T, quoi, le 1er janvier 2024. Et en effet, cette compensation-là, elle va petit à petit être grignotée. Et puis, quand ça va raccorder, parce que là, maintenant, c'est basé sur les. Enfin, avant, c'était basé sur les coefs. Maintenant, ça va être basé sur les classifications. En gros, si c'est moins favorable pour ceux qui sont embauchés, il y a une compensation. Et pour ceux qui vont être embauchés, ça n'existe pas. C'est un peu comme les 20 minutes de pause, qui sont encore payés pour les anciens embauchés avec une ligne en plus. Et les nouveaux embauchés, c'est pas payé. Hein, donc, les nouveaux embauchés, c'est déjà 4 ou 5% en moins de salaire. Il n'y a pas ça. Donc là, ça va être la même chose sur la prime d'ancienneté. C'est une manière de diviser. Mais par contre, en effet, hein, sur le long terme, l'ancienneté, on y perdra. C'est comme les primes qu'on a d'intéressement, enfin, tout ça, ça va sauter aussi, ça, au bout d'un moment. Au bout des 15 mois, ils vont nous faire, bon, ça change, du coup, maintenant, avant, on avait une prime tous les 3 mois, enfin, on disait ça, la prime de printemps. Non, ça c'est. Est-ce que ça, ils vont y toucher aussi, ça? Ça, de toute façon, ça fait partie des dispositions. Tout dépend quelle est la nature de l'accord. Toujours, quand vous voulez savoir ce qu'on va faire d'une disposition, il faut prendre la source. Est-ce que c'est un accord d'entreprise? Est-ce que c'est un accord d'établissement? Est-ce que c'est un accord de groupe qui l'institue? Votre accord de groupe, à la limite, lui, il ne bouge pas. Par contre, c'est vos accords d'entreprise et d'établissement. Ouais. Eux, ils vont bouger. Oui, eux, ils se sont mis en cause. Ça veut dire que si, par exemple, ta prime de printemps. Oui, on appelait ça à l'époque comme ça. Si ta prime de printemps ou ta prime d'automne, il n'a plus. Elle est dans ton accord d'entreprise et que ton accord d'entreprise, il saute,
et que les nouveaux syndicats, parce que c'est là, quand il va y avoir le transfert, les salariés vont devoir réfléchir à 2 minutes au moment du vote, parce que là, tous les mandats, ils vont sauter, et il va y avoir un nouveau vote. Bon, on fait confiance à la direction de Renault pour faire le découpage qui l'arrange, mais les salariés ont toujours leur mot à dire. Et leur vote, il a de l'importance. Parce que si les nouveaux syndicats vont négocier des primes, mais par exemple, pas ta prime de printemps, tu n'auras plus ta prime de printemps. Pourquoi? Parce que ton salaire, l'employeur ne peut pas le modifier. Unilatéralement, il fait partie de ton contrat. Par contre, la rémunération, c'est les avantages collectifs, c'est toutes les primes. Et là, toutes les primes qui ont une source conventionnelle, là, elles vont sauter. Hein. Et si elles ne sont pas renégociées avec des syndicats dignes de ce nom, parce que des syndicats qui boivent le thé à l'heure de négocier, ça va donner des primes au rabais. Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'ils vont appeler le socle social commun. Comme dirait Coluche, hein, connaissez ma femme, c'est mon chien. Enfin, Voilà. Oui. Alors, je voulais soutenir ce que tu étais en train de dire. On a été en structure paye en centrale au mois d'avril, je crois. On a fait 2 ou 3 réunions et ce que tu es en train de dire, c'est ce qu'évoque la direction. Aujourd'hui, les allocations, toutes les primes, il y a 109 primes chez Renault, toutes les primes sont remises en cause. Bien sûr. On passe par les primes d'équipe, primes de nuit, le casse-croûte, ils veulent tout uniformiser. C'est comme ça qu'ils l'annoncent. Oui. La prime d'ancienneté, le DRH France, c'est je ne conçois pas qu'un jeune embauché d'1 an n'ait pas de prime d'ancienneté, c'est pas normal qu'on démarre à partir de 3 ans. Il nous fait un baratin, pas possible. Il nous explique qu'il y aura un nouveau calcul de fait et que celui qui a 1 an d'ancienneté touchera une prime d'ancienneté, mais ça va être du rabais, il ne faut pas se leurrer. Hein. Les primes, le casse-croûte, il n'est pas uniforme sur tous les sites, donc il est en train de regarder parce que il y a des sites, c'est 62%, d'autres c'est 52%. Enfin, j'ai des chiffres, j'ai plus les chiffres en tête, mais ils veulent uniformiser. Les allocations, ils parlent des intérêts à la base. Les 2 allocations qui nous restent, c'est-à-dire l'été et d'hiver, ils veulent les intégrer à la base. Et ça, c'est de belle aubaine pour eux parce qu'ils vont remonter les salaires de base. Tout le monde va augmenter. Mais les années qui vont suivre, on va mettre des zéros pointés en augmentation en AGS. Puis ça a fait quoi l'allocation de printemps et d'automne qu'ils ont réintégré dans la base? Aujourd'hui, on se retrouve avec des salaires de misère pour les plus jeunes embauchés. Ils sont payés au SMIC. Donc là, ils vont profiter de mettre les 2 allocations, remonter tout le monde, puis ils vont dire chez Renault, on est bien payé, machin. Non, mais ils feront autrement aussi. Toutes les primes sont remises en cause. Mais tu sais comment ils vont faire? Moi, je pense. C'est ça, ce qu'il dit, parce que justement, les gens ils vont dire putain, on est bien, on a été augmenté. Pourquoi je me ferai chier à bouger? Non, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est plus vicieux que ça. Je pense qu'ils supprimeront pas tout comme ça, mais ils vont commencer les primes que vous touchiez. C'est le printemps, tu as une prime. Ils vont commencer à les conditionner à des objectifs et à individualiser le bénéfice d'avantages collectifs. À dire, voilà, la prime de printemps, on va la toucher si vous faites tel % de prod. Voilà. Et c'est pas, en fait, les primes qu'avant on avait par la simple existence de l'accord, elles vont être conditionnées à des contreparties. Parce qu'aujourd'hui, quand les employeurs y négocient, avant, historiquement, la négociation collective, elle a été créée quand même pour contrebalancer le pouvoir de l'employeur. Quand les syndicats y rentraient dans la balance, l'employeur ne voulait pas négocier. Et quand ils mettaient à la table des négociations, ils avaient déjà gagné quelque chose. Mais à l'époque, quand ils en arrivaient à négocier, c'est que les salariés, ils avaient débrayé. Là, on a des salariés qui sont assis tranquilles dans l'usine. Alors, tu nous as obtenu quoi? Et toi, tu as été chercher quoi? Donc, je veux vous le dire très crûment, si la mobilisation elle est merdique, vous aurez des accords de merde. Voilà. Je peux pas. Je suis désolée, on est obligé d'en passer par la vulgarité. Mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Donc les salariés, ils n'auront rien d'autre que ce qu'ils seront allés chercher. Donc, s'ils veulent que leur prime de printemps, leur prime d'automne, leurs allocations, elles soient à l'identique, il va falloir qu'ils se bougent. Et s'ils ont trop peur pour bouger, la peur, elle produit des primes à ras les pâquerettes. Non mais il faut... Mon discours, il n'est pas rassurant. Je ne suis pas là en train de vous dire demain, ça va être des jours meilleurs. C'est la réalité des choses qui va se passer. Si les salariés se bougent, moi, en tout cas, ce que je vois des employeurs, c'est que maintenant, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas donner des primes.
Ils veulent bien les donner, mais en échange de quelque chose. Voilà. L'employeur, maintenant, il négocie plus juste comme ça. Il donne plus des avantages juste parce qu'il considère que la vocation d'une convention collective, c'est d'améliorer les conditions de travail. Après, il va donner des choses, il ne va pas rien donner. Pourquoi? Parce que les syndicats avec qui il négocie, qui sont ses interlocuteurs, il ne peut pas totalement les cramer. Et moi, j'ai des boîtes dans lesquelles, par exemple, l'employeur, il disait à des syndicats, on va vous donner des os à ronger parce qu'il faut que vous ayez une légitimité. C'est ça aussi, ça va être ça. L'employeur, il fera en sorte que ces syndicats-là aient des victoires symboliques pour légitimer toutes les pertes qu'il y aura. Un employeur malin, il fait comme ça. Oui. Il ne te tombe pas d'un seul coup. Il fera ça progressivement. Non, mais parce que lui, il en a besoin de ces syndicats-là. Parce que c'est les syndicats qui viennent signer un PSE, qui viennent signer un plan de départ volontaire. C'est des syndicats qui signent des ruptures conventionnelles collectives. C'est ce type de syndicat-là dont il a besoin. Aujourd'hui, c'est l'employeur qui a besoin de ces syndicats. Ce n'est pas les salariés. Il faut aussi se dire les choses comme elles sont. C'est l'employeur qui a besoin des syndicats. C'est l'employeur qui a besoin de négocier. Donc, s'il n'y a pas un minimum de cohésion, de construction. En fait, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on négocie sans revendication. La base de la négociation, c'est la revendication. On ne sait même pas ce qu'on demande. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est quoi votre revendication? Qu'est-ce que vous demandez? C'est ça que les salariés devraient poser comme question. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui pour la négociation? Il y a quoi comme prime aujourd'hui? Combien de primes on a? Combien de primes on aura? Que propose la direction? Ça va être ça l'enjeu. Hein. Et les conditions, enfin, les conséquences, elles vont être quand même assez significatives. Hein. Parce que là, il y a vraiment une table rase conventionnelle. Et quand tu dis les petits jeunes, les petits jeunes, ce qui est compliqué, c'est que moi, je les vois, les jeunes à la fac, qui sont pour partie certains très dépolitisés, très individualisés. Et il faut être honnête, le système qu'on leur laisse, franchement, il n'est pas enviable. On leur a tellement fait intégrer la précarité qu'aujourd'hui, pour eux, c'est devenu normal. Ils travaillent 1 an, 2 ans, ils partent à l'étranger. En fait, ils l'ont intégré, leur précarité, pour eux, c'est devenu un mode de vie. Mais peut-être que c'est aussi ce que nous, on leur a laissé. Et il y a une vraie question générationnelle, c'est le rapport à l'emploi. À l'époque, tu avais un boulot, tu pouvais vivre de ton travail, tu pouvais t'acheter une maison, tu pouvais avoir une voiture, tu pouvais vivre, tu pouvais aller en vacances. Aujourd'hui, demain, c'est pas sûr que le travail il suffise juste à permettre aux salariés de se nourrir convenablement. Et c'est ça l'enjeu. Donc le toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas, et après toujours plus bas, c'est le SMIC en fait. Hein. Et une fois que tu arrives au SMIC, il se passe quoi? Qui peut vivre avec le SMIC aujourd'hui? C'est insulter les gens de leur faire croire qu'ils peuvent vivre avec 1 200 €, parce qu'ils sont très mauvais gestionnaires et qu'ils achètent des iPhones s'ils s'alimentent mal. Non, mais c'est ça le discours des économistes. Hein. Est-ce que les gens achètent des iPhones? Les voitures que vous produisez, peut-être que les ouvriers ne pourront plus les acheter. C'est déjà fait aujourd'hui. Ah voilà, on y est. C'est compliqué. C'est déjà le cas. Il y a des voitures qu'on peut même pas s'acheter nous-mêmes. Donc, il faut se poser des questions. Hein. Parce qu'il y a des crédits immobiliers ou des loyers à payer. Enfin, c'est complètement absurde. Après, les premières réactions qu'il y a eu dans certaines boîtes là, sur les fiches descriptives d'emploi, elles sont intéressantes. Hein. Parce que justement, ça a commencé, les gens se sont posés un peu en tas en regardant leurs fiches et en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi ça n'a rien à voir avec le boulot que je fais? Pourquoi il y a plein de polyvalence? Pourquoi je suis noté, on est tous notés super bas? Donc en fait, il faut reconstruire de collectif, mais à partir des réactions de tous les travailleurs qu'il y a. Il ne faut pas baisser les bras. Nous, on est des militants. On est là pour organiser ces réactions. On ne va pas les provoquer obligatoirement, mais elles vont avoir lieu. De toute façon, c'est comme sur les salaires. À un moment, c'est bon, l'inflation, ça fait 2 ans là. Ah oui, il y a rien qui Donc, non, mais à un moment, ça ne va plus être tenable. Donc, quand il va y avoir des réactions, il va falloir qu'on soit là pour les organiser. Pour les rendre le maximum collectif. Mais là, il commence à y en avoir. Sur les fiches descriptives, là, il y a 1 semaine ou 2, peut-être là, peut-être que ça sera fin octobre qu'ils vont les donner, mais là, il y a 2-3 semaines devant nous où on va probablement avoir des réactions qu'on peut rendre collectives. Il faut être attentif à ça, il ne faut pas baisser les bras, faut pas se dire c'est mort. Il y a des gens qui changent. Il y a des gens qui se sont mobilisés sur les retraites.
Tu disais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais si, il y en a eu Ah bah, qui se sont mobilisés sur les trains. Et Eh oui, et donc ils étaient des gens qui, le mois d'avant, se mobilisaient pas. Donc ça peut changer. C'est juste que ces réactions-là, il faut qu'on soit prêt à les collectiviser. Et puis, bah, ouais. Après, sur les fiches descriptives d'emploi, en fait, dans la mise en place de la nouvelle convention, il y a 2 étapes. D'abord, c'est ta direction qui va mettre en place des fiches descriptives d'emploi. Alors, en fonction de la boîte, des fois, tu vas avoir un comité de rédaction de fiches descriptives d'emploi composé de ton DRH, d'un chargé de projet. Des fois, il y a des syndicats dedans. Ils vont trouver des groupes pilotes. Et d'autres fois, il y a des salariés pris au hasard, mais bon, c'est pas on choisit qui on veut. Cette fiche descriptive d'emploi. Bien souvent, ils prennent les. Oui, c'est un hasard un peu biaisé. Déjà fait, tu peux y aller. Dans la fiche descriptive d'emploi, ils vont pas. D'abord, le propre de la fiche descriptive d'emploi, c'est que ça décrit pas un poste. Ça décrit pas un poste, ça décrit un emploi. Un emploi, c'est quoi? C'est plus large que le poste. Un emploi, c'est plusieurs postes. Mais attention, eux, ils disent qu'ils décrivent un emploi. Ils ne doivent pas décrire des postes, mais ils ne doivent pas non plus décrire des groupes d'emplois. Et je pense que quand on fait de la polyvalence, en fait, ils vont décrire des groupes d'emplois. Et là où tu avais 2 emplois, 3, 4 emplois différents, ils vont tout regrouper. Pourquoi? Et en fait, ils vont transformer les groupes d'emplois. Les groupes d'emplois, c'est quand tu as plusieurs emplois. Et chaque emploi, il renvoie des postes. Donc là, tu vas avoir plein de postes. Et ce qu'ils vont faire, c'est que plutôt que de dire c'est un emploi, ils vont prendre le groupe d'emploi, ils vont le transformer en emploi. Et comme ça, ils vont vous faire passer d'un emploi à l'autre. Et c'est comme ça qu'on crée de la polyvalence. Hein. Ouais. Tu prends un tableau, tu fusionnes les cellules et tu dis bah, c'est un seul emploi. Alors qu'en réalité, c'est un groupe d'emploi. Donc vous, premièrement, il ne faut pas que ce soit une fiche descriptive de poste. Deuxièmement, ça ne doit pas non plus être une fiche descriptive de groupe d'emploi. Et ça, c'est la première règle. Ça, on va dire, c'est la cohérence. Il faut veiller à 2 choses sur la fiche descriptive d'emploi. C'est la cohérence interne et la cohérence externe. C'est quoi la cohérence interne, la cohérence externe? C'est à l'intérieur, d'abord, fiche descriptive d'emploi, ça décrit un emploi. Ça décrit ni un poste, ni un métier, ni un groupe d'emploi. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre les fiches d'emploi et dire qui sont les emplois au-dessus, qui sont les emplois en dessous. Et normalement, vous devrez être capable d'avoir une espèce de cartographie pour voir quelle est l'évolution possible. Et là, si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à dire quel est l'emploi au-dessus, quel est l'emploi en dessous, c'est qu'ils ont tout refondu et que ce n'est pas une fiche descriptive d'emploi. Donc, c'est hyper important d'avoir une visibilité. Moi, j'avais vu des élus CGT, ils ont pris en CSE, ils sont restés 1 heure sur la fiche descriptive d'emploi de la DRH. Ils ne l'ont pas lâchée. Et ils lui ont démontré qu'en fait, sa fiche descriptive d'emploi, elle était biaisée. Et après, ils ont pris chacun leur fiche descriptive d'emploi et elle était obligée de tout reprendre. Attention, c'est bancal. Hein. D'un UMM à l'autre, ils ne leur apprennent pas à coter tout de la même manière. Dans le sud, à Marseille, ils leur ont appris à coter les emplois. Dans le nord, ils leur ont appris à coter les postes. Ça veut dire que ce qu'on vous présente comme étant précis et objectif, c'est de la cuisine interne. Ouais. Et les cuisinières, t'en as des plus ou moins bonnes. Donc la tarte, elle peut être réussie, elle peut être avariée. Alors, des bruits qu'on a entendus, nous, c'est pareil. La CA, à l'époque, Sophie, la gérante, elle voulait coter, par exemple, quand je prends mon cas, la retouche, le plus bas de gamme, le plus bas. Alors qu'on a quand même des responsabilités, on a des... Attends, ça c'est la deuxième étape, Pouté. Des choses comme ça qui vont... Ça c'est la deuxième étape. Là, moi je te parle juste... Il y a d'autres cas dans l'usine. Voilà, moi je te parle juste de la fiche descriptive d'emploi. On n'en est pas encore à la cotation. La fiche descriptive d'emploi, c'est ça. Ensuite, comment tu arrives de la fiche descriptive d'emploi à la cotation? Donc d'abord, toutes les activités ne doivent pas être décrites. Et pour arriver à la fiche descriptive d'emploi à la cotation, ils prennent un référentiel avec des chiffres, je vous les donnerai, hein, vous les avez déjà, autonomie, complexité de l'activité. Et par exemple, c'est là qu'ils vont dire, une secrétaire, une assistante de direction, elle va être cotée à B3. Parce que c'est l'addition des chiffres. Et quand on regarde la fiche descriptive d'emploi, on demande quoi à la secrétaire? On lui demande de parler 3 langues, on lui demande de gérer les fichiers Excel, et on lui demande des choses
Quand on compare ce qu'on lui demande avec les points qui lui sont attribués, c'est sans commune mesure. Par exemple, c'était à Colombey-les-Deux-Églises, une boîte, et ce qu'ils demandaient aux salariés, par exemple, ils étaient tellement polyvalents, ils leur demandaient de savoir parler l'anglais. Enfin, t'es opérateur de prod, pourquoi tu parles en anglais déjà? Donc, faut remettre les choses en place. Non, non. Ensuite, ils leur demandaient de former les nouveaux arrivants. Ça n'a rien à voir. Ensuite, ils disaient le salarié il peut être amené à faire tout ce qu'on lui demandera. Donc, non, mais il y a un vrai travail à faire sur les fiches descriptives d'emploi, de dire ça a sa place, ça pas sa place. Ensuite, il faut vérifier s'il y a une cohérence entre la fiche descriptive d'emploi et la cotation. Parce que si dans la fiche descriptive d'emploi, on te dit tu dois communiquer avec ton supérieur, tu dois être l'interface, tu dois être superviseur, on te dit que le cariste, il doit communiquer, c'est un rouage dans toute l'usine pour pouvoir livrer ses pièces. Et à côté, en communication, on te met 2 points. Et attendez, dans la fiche descriptive d'emploi, vous dites qu'il doit faire tout ça. Et quand on regarde le nombre de points que vous affectez à son emploi, vous mettez 2 points. Et en fait, moi, ce qui marche le plus, ce que j'ai trouvé, c'est de mettre en évidence les contradictions internes de l'employeur. C'est de comparer ce qui te dit qu'un emploi requiert comme compétence dans la fiche descriptive d'emploi et regarder les points qui vont attribuer. Et quand tu vois que ce n'est pas cohérent, et ça, c'est un travail que vous pouvez faire en CSE, en CSSCT. Ça, vous pouvez le faire, vous les élus, vous pouvez le faire, et même les salariés entre vous. Une fois que vous avez vos cotations, on n'est pas à l'école, hein, on ne cache pas les notes. Hein. Non, mais il faut partager les cotations, parce que Mais il y en a qui vont faire ça. Oui, ben, celui qui veut cacher, il cache. Mais après, quand au bout de 5 ans, il va se rendre compte qu'il est coincé à son niveau, parce qu'il va y avoir des salariés qui ont des fonctions spécifiques, on va leur créer une chose trappe. On va leur créer une cotation pour eux, et il n'y a pas d'évolution possible. Ça veut dire qu'en fait, ils vont... Sur le coup, tu ne verras pas que ça change, mais sur le long terme, tu verras qu'il n'y a aucune évolution possible avec la cotation qu'il y a. Ça, c'est important. Donc, comparer ce que fait l'employeur, il faut veiller à la cohérence interne de la fiche et à la cohérence externe. Il faut regarder, par exemple, si te dit un opérateur de montage, c'est, je ne sais pas moi, A2, bas de l'échelle, ras les pâquerettes. Mais à côté de ça, bah, on va te dire que ça doit faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et quand tu regardes l'évolution de l'opérateur de montage, tu te rends compte que ça ne correspond pas à ce à quoi peut prétendre un opérateur de montage. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été regarder. L'UMM, ils ont fait des fiches, ils ont un outil. Et on a été regarder, on a confronté ça. Et après, on a confronté ça au site de Pôle emploi. Et ben, je peux vous dire qu'il y avait vraiment une différence. En fait, ce qu'il faut, c'est regarder l'emploi au-dessus, l'emploi en dessous, et que ce soit cohérent. Et vous, je pense qu'on va faire tellement de polyvalence qu'il n'y aura plus rien au-dessus, en dessous. Tu vas passer d'opérateur de montage, là, DRH. Nous, avant, c'était tiens, tu peux faire ça ou ça. Ouais, moi, je peux faire ça. Il y en a un qui est payé pour ça, il va le faire. Voilà. Maintenant, ça sera plus ça. Ça sera, ici, maintenant, tu vas là, en gros, ça va être ça. Quoi. Pour les plus influençables, on va dire. Là, sur les groupes d'emploi, ils ont donné les chiffres. Hein. Il y avait 242 emplois en février 2022 à la fabrication. Ouais. Il n'y en a plus que 84 aujourd'hui. Donc c'est 65% en moins. Sur quel où ça Ah, c'est chez nous, là, c'est chez Renault. Et là, au moteur M, là, ils sont en train de voir, de calculer pour faire plus. Et ils veulent mettre plus de robots. Donc déjà, c'est pas, ils vont faire certainement sauter des personnes. Ils vont mettre dans leur tête, de ce que j'ai pu comprendre, ils veulent mettre des gens hors ligne, qui seront pas payés plus cher, à courir partout, pour mettre des boulons en plus, pour aider les autres qui sont sur la chaîne, pour envoyer plus vite. Ça va être un carnage. Et juste sur les fiches, là, donc côté Lardy, on a fait une réunion aussi il y a une semaine ou deux, il y avait aussi un peu des personnes du techno, là, on a lancé un collectif. En fait, un collectif de salariés, et on se dit, quand on va avoir les fiches, il faudra les partager. Il faudra vraiment les regarder, et puis pas attendre le 1er janvier pour réclamer des comptes à la direction. Donc on a déjà mis en place ce truc-là, après la réunion, une réunion un peu comme ici, pour dire, bon ben maintenant, ça va arriver dans les semaines qui viennent, on ne les garde pas, les fiches, justement, il faut les partager, il faut regarder tout ce que Inès a dit. Et ça, c'est, bon, il faut... Enfin, ça se fait naturellement, je pense, hein, mais bon, il faut que nous, on y contribue.
Et juste, moi je suis même pas sûr, nous on a posé, alors le CSE, nous à l'ARDI ça va disparaître le 1er novembre, mais il va être tranquille, mais même on a posé plein de questions sur les fiches, ils ont dit c'est au niveau central. Donc ils risquent de dire c'est au niveau central. Donc c'est vraiment, nous à la base, qu'il va falloir comparer, regarder, pas cacher. On faisait nous des enquêtes salaires avant il y a quelques années. Bah, c'était aussi un moyen de défense collective, de pas chacun qui cache son salaire, mais de le mettre, de comparer tout ça. Donc je pense que c'est une étape importante, peut-être basique, quoi, mais ça peut être utile là dans les semaines qui viennent. Donc c'est la même chose, hein, je voyais ingénierie de production, parce qu'il y en a ici, c'est passé de 169 emplois à 44. Donc là aussi, hein, ils ont regroupé à mort. Ils ont donné du boulot à plusieurs personnes aussi, là, comme ça. C'est des gens qui faisaient une tâche à l'époque et qui étaient dans la cour, je parle après leur niveau de foyer, je sais pas. Et de là, ils ont fait ça, plus ça, plus ça, et puis en attendant, il y en a 2 ou 3 qui sautent. Mais tu sais, ça c'est quoi? Finalement, de manière indirecte, c'est le salaire qui est impacté. Hein. Faut quand même qu'on arrête de se raconter des bêtises, parce que le salaire, c'est la contrepartie du travail. Ah bah c'est clair. Ok, donc si ton travail, c'est opérateur de montage, tu es payé pour être opérateur de montage. Si la moitié de ton temps, tu n'es pas opérateur de montage, on te demande de passer au fraisage et compagnie. Tu n'es pas payé pour ça. C'est-à-dire que la moitié de ton temps, tu travailles sans être payé. C'est cadeau pour Renault. Donc en fait, ça veut dire que techniquement, on peut baisser vos salaires sans que ça se voit sur la fiche de paye, mais en augmentant la charge de travail qui est la vôtre. Et Renault, au lieu de recruter 2 personnes, ben, ils en rencontreront une. Et vous ferez le travail de 2 et vous serez payé pour une personne. Ça dépend. Bon, Peut-être pour toi, mais pour d'autres, ça fonctionnera comme ça. Et ça, c'est une baisse de salaire. Hein. Faut se le dire. Techniquement, c'est une baisse de salaire. Parce que tu n'es pas payé pour ce que tu feras. bah, de toute façon, voilà, je vais dire, cette attaque, c'est évidemment, c'est la baisse des salaires, c'est l'augmentation de la productivité. C'est mis en place par le patronat pour augmenter ses bénéfices, hein, parce que voilà, bon, ça, on le sait bien, mais ça vaut le coup quand même de le rappeler. Et juste pour les copains qui sont, je vois des copains qui sont au bâtiment L, il y a un papier pour pouvoir vous inscrire, pour avoir le contact avec les copains qui sont ici présents, dont Florent, qui seront demain à Ampère SAS. C'est-à-dire que je sais que les copains du bâtiment L vont être attachés à Ampère SAS. Et bon, voilà, c'était aussi l'occasion de pouvoir rencontrer des copains qui demain seront dans Ampère SAS et ne seront plus dans Ampère Cléon. Bon. Même si nous, évidemment, la division que la direction met en place, nous, on ne l'accepte pas. On se connaît et on aura peut-être un employeur différent même à Cléon. Mais nous, voilà, nous, il n'y aura aucune différence, bien évidemment, entre nous. Ah oui, le risque, il ne faut pas tomber dans le piège de la division et de créer des concurrences à l'intérieur des collectifs et de se dire, en fait, là, vous, c'est telle boîte, nous, c'est telle boîte. Nous, si on produit plus, on a plus de contrats, nos emplois, ils seront pérennisés. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. En fait. Mais c'est comme ça déjà que les gens pensent. Et déjà, ce qu'il y a avec les sous-traitants, ceux qui sont en intérim, alors il y a les sous-traitants, il y a les intérimaires, ensuite il y a ceux qui sont en CDD, et chacun il suspecte l'autre d'être mieux loti que lui. Oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est une strate en plus dans la division. Oui. J'ai juste une question comme ça qui me vient. Du coup, par exemple, des copains qui seraient même encore Renault SA, qui seraient sur le site, Ouais. est-ce que du coup, c'est Ampère Cléon qui est donneur d'ordre pour eux? Est-ce qu'on peut considérer ça? Je veux dire, pour l'intervention par exemple, des délégués en CE, en CSE, c'est des gens qui sont là, est-ce qu'on peut les considérer comme des prestats? Enfin, je ne sais pas comment on dit le truc, mais qui nous permet, par exemple, si on fait aujourd'hui une alerte DP, enfin, les anciennes alertes DP, là, un droit d'alerte, c'est des gens qui sont sur le site. Est-ce qu'on pourra considérer demain que quelqu'un qui est là, qui est une entreprise séparée mais sur le site, est-ce qu'on peut considérer que c'est Ampère Cléon le donneur d'ordre, et donc du coup ça nous donne des moyens d'intervention? Est-ce que ça a été réfléchi déjà ces trucs-là? Pour ce qui est conditions de travail, on va dire, ce qui est CCCT, il faudra considérer comme ça. De dire,
en gros, hein, on va tous être les sous-traitants les uns des autres. Hein. C'est la logique. Hein. Ampère va être sous-traitant, mais Renault va être sous-traitant aussi. Par contre, je pense que sur le site, il faut considérer comme ça. Il faudra que les équipes CSSCT, elles considèrent que c'est sur le site de Cléon, donc il y a à intervenir. Après, pour tout ce qui est le reste, le CSE et machin, c'est le truc qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bouts de CSE un peu partout, avec des élus CSE qui ne vont pas être de Cléon. Ouais. Les élus CSE Renault, ça va être des élus CFE, CGC, CFDT du Technocentre. Vas-y, on va voir qu'ils vont s'occuper des cas de Cléon ici. Donc c'est bien pour ça qu'ils divisent les sites aussi. Par contre, je pense qu'au niveau CSSCT, il faut que les équipes elles soient là en disant c'est quelqu'un qui est sous la responsabilité d'Ampère Cléon, quoi, d'une certaine façon. Si c'est l'employeur principal. De quoi il parle, quoi. Pas des gars qui arrivent comme tu disais, du technocentre, machin, qui arrivent là, bon, qu'est-ce qui se passe, oui, on mange quoi ce midi, enfin voilà, quoi. Bon, on signe et puis on se passe. En gros, ça va être ça, quoi. C'est ça ce que tu veux dire? Bah, nous, on le voit bien dans l'ingénierie, en fait, il y a énormément de boîtes de sous-traitance. Ouais. Il n'y a pas d'intérimaire, nous, quasiment pas. C'est des boîtes de sous-traitance. Mais c'est des petits, c'est 20, 30 personnes d'une boîte qui sont à l'Ardi. Il y en a 100 au Technocentre, 50 à VSF. Et donc, la représentation syndicale de ces gens-là, c'est sur un siège quelconque avec des gens qui sont complètement coupés du terrain et des élus qui passent une fois par an sur, à l'Ardi, voilà, qui ne connaissent rien, qui sont souvent très proches des patrons aussi. Donc c'est un peu ça, ce à quoi ils veulent arriver en mettant, nous on va avoir 150 Renault qui vont rester à l'Ardi par exemple. Il n'y aura très probablement pas d'élus de l'Ardi Renault. Ah, okay, ça va être des gens du Technocentre parce que le gros va être au Technocentre. Donc tout ça, c'est ce risque-là. Donc ils vont dire, s'il y a quelqu'un qui est convoqué pour un entretien, ils vont dire, bah non, ça doit être quelqu'un de Renault qui l'accompagne. Hein, ils vont sortir des trucs comme ça. Alors que c'est quelqu'un qui bosse à Cléon et s'il avait été accompagné par un mec CGT Ampère Cléon, entre guillemets, il serait... donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver des gens qui sont prêts, des Renault qui sont à Cléon, à s'impliquer syndicalement, des gens d'Ampère, SAS qui restent à Cléon, qui s'impliquent aussi, qui soient sur les listes CGT. Et il va falloir faire ça pour qu'il y ait des antennes un peu partout. Et nous, on ne va pas tomber dans la division. Hein. Nous, on ne tombe pas dans la division. On reste, on s'en fout. Hein. On est un syndicat type à l'Ardi, on syndique des sous-traitants. Mais légalement, ils nous mettent un peu des bâtons dans les roues en ce sens. Ouais, et par contre, au niveau santé-sécurité, je pense que là, il faut vraiment être inflexible et dire, nous, les sous-traitants, s'il y a un accident de travail sur le site de l'Ardi, c'est un sous-traitant, on a notre mot à dire. Hein. Après, je pense que s'ils ont une représentation trop centralisée, ils vont se retrouver en difficulté. Donc, ce qu'ils vont vous lâcher, c'est des représentants de proximité. La difficulté de la représentant de proximité, c'est que c'est une représentation conventionnelle. Le statut n'est pas prévu dans la loi, c'est que dans l'accord. Ça veut dire que si on a des branquignoles qui vont négocier l'accord, on aura une représentation. À la fois, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de représentation, parce qu'on a des représentants de proximité, mais à la fois, on aura des mandats au rabais, avec une capacité d'action limitée, un nombre d'heures limité. Et en fait, j'ai envie de vous dire, le pire, c'est pas de ne pas avoir de représentation. Parce que quand on n'a pas de représentation, on fait comme on peut. Hein. Au siècle dernier, le syndicat, il n'était pas forcément admis, il était en dehors de l'entreprise, la représentation était limitée, les salariés bougeaient quand même. Hein. Donc, mais le pire, ce serait d'avoir des représentants de proximité, fantoches, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de bouger, qui n'ont pas les outils pour bouger, ni intellectuels, ni juridiques, et qui soient là comme ça, une espèce de fantôme. Il est là, il fait rien, il n'est pas là, mais il est là. Enfin, pour moi, c'est la pire. Et de toute façon, un représentant de proximité, c'est Renault qui a mis ça à la mode au bout du jour. Hein. Initialement, le législateur, il s'en foutait quand Renault a dit « moi, je fais des représentants de proximité », parce qu'il avait bien compris qu'il voulait négocier en centrale, parce que là, il y avait les syndicats qui l'arrangeaient. Mais au niveau délocalisé, il y avait quand même des antennes où les syndicats, ils étaient chauds. Donc, il fallait trouver quand même un tampon. Parce qu'il ne faut pas oublier, le syndicalisme, historiquement, le syndicalisme, il est vécu comme étant réformiste. Hein. Quelques syndicats qui soient, quand on se syndique, on s'oppose
au patron, mais on s'oppose au patron avec les armes qu'il nous donne. Ça, c'est une réalité. Historiquement, c'est comme ça. Le syndicalisme, c'est quelque chose qui... oui, on s'oppose, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas d'accord. Pendant qu'on discute dans nos instances, pendant qu'on discute avec nos petites heures, pendant qu'on discute de nos attributions sur la base de la loi, eh ben, on canalise la violence des salariés, on les appelle à être plus doux, à être plus calmes. Et donc finalement, c'est une opposition, j'ai envie de dire, qui est presque... Je peux pas dire inoffensive, mais en tout cas, c'est une opposition qui est domptée. Et moi, je me rappelle le numéro 2 de l'UMM, en Alsace-Moselle, on a fait un débat avec lui, et il nous a dit clairement, moi, je suis pour le syndicalisme, je préfère un syndicalisme fort plutôt que des gilets jaunes à la porte de mon usine. Non mais, quand ce gars-là, il vous dit ça, il faut comprendre son discours. Hein. C'est, on veut des élus qui aillent dans le sens où on va vous mettre la représentation qu'il faut, on va l'orienter dans le sens qu'il faut. Et on fera comme on peut pour canaliser le mécontentement. Parce que là, il va y avoir du mécontentement. Il y en a dans les boîtes, il y en a de plus en plus. Cette convention de la métallurgie, elle arrive pas, historiquement, elle n'arrive pas au bon moment, en fait. Il y a l'inflation qui est venue la télescoper. Il y a les conditions d'existence qui sont devenues dures. Donc, je pense qu'ils vont vous mettre des choses symboliques. Par exemple, des salariés à qui ils vont proposer des avenants, ils vont leur donner une prime exceptionnelle, ils vont leur balancer quelques miettes comme ça pour que la pilule, elle passe. Non, mais je pense que ça va faire partie du deal. Hein. C'est pour ça qu'après... Ça va faire partie du deal. Parce que eux, on ne saura pas, ça, des collègues, on ne verra pas. On ne verra pas tout ça. Et ils vont avoir une petite galette pour que ça s'écrase et que ça avance. Quoi. Oui, oui. Mais c'est pour ça que ça dure. Bah non, mais toujours. Ce que tu disais au niveau des syndicats, moi, ce que j'avais entendu parler par un délégué, en nuit, il y a c'est que maintenant, ils font tout pour casser aussi. Parce que les heures de délégation, ils te donnent des heures de délégation, mais c'est pas pour être dans ton atelier, c'est pour aller dans un autre bâtiment. Donc, le temps que tu te déplaces, tu as 1 heure pour aller voir quelqu'un, tu arrives là-bas, tu as déjà fait 20 minutes de trajet en exagérant, tu discutes 10 minutes avec le gars, puis tu dois revenir. Quoi. Donc, c'est un peu dingue. Ils font tout pour casser, justement, la faute de parler et tout ça. Avec la personne qui a un problème ou... Et tu as aussi la diminution du temps de. Tu n'as que 5 ans ou je sais pas quoi. Après, tu n'as que 2 ou 3 fois pour te présenter, puis après, c'est fini. Donc, après, une fois que tu es plus protégé, on va dire, du syndicat, bah, ils te cassent. Donc, les jeunes, ils vont non, il y a des choses à faire. Moi, je sais que, par exemple, chez les copains de Stellantis, il y en a plein qui ont perdu leur mandat. Eh bien, ils ont pris des mandats de défenseurs syndicaux. Et donc, ils sont formés comme défenseurs syndicaux. Et ils ont des mandats extérieurs à l'entreprise, mais ils ne peuvent pas être licenciés. Et du coup, c'est très bien d'avoir des défenseurs syndicaux. Peut-être tu n'as pas un mandat à ton CSE, mais quand tu as un collègue qui a des heures sup pas payées, des heures de nuit, eh ben, tu as quelqu'un qui peut aller plaider pour toi gratuitement. Tu n'es pas obligé de prendre un avocat pour aller... Des fois, quand c'est 2, 3, 4, 500 euros, le salarié ne va pas en justice. Eh ben, là, on a des défenseurs syndicaux qui vont pouvoir aller faire ces revendications-là, qui vont aller plaider devant les prud'hommes pour les salariés. Et je trouve que c'était une manière intelligente de dire... Vous nous retirez nos mandats à l'intérieur, nous on prend des mandats à l'extérieur, on va continuer à revendiquer avec. Donc, non mais je veux dire, il y a des voies, faut juste, en fait, ça nous force. Quand on te dit ça, tu connais rien. Donc tu te dis, bon, bah, voilà quoi. Mais ça nous, en fait, cette période, elle est intéressante parce que quand ils dépouillent les salariés, l'oppression, elle a besoin de trouver un mode de communication. Quand on oppresse, quand les salariés sont oppressés, ils ont besoin de s'exprimer. Et du coup, c'est un moment d'inventivité incroyable. C'est un moment où les gens, ils se bougent, ils inventent des choses. Des fois, quand je vais dans les usines, je trouve ça incroyable ce qu'ils ont été capables d'inventer. Pour se bouger, pour se mobiliser. Donc ça, on n'empêchera jamais les salariés de se mobiliser. C'est ça que je pense que ni Renault, ni les autres ne comprennent. Une fois que les salariés, tu leur as tout retiré, tu les as remis au SMIC, et j'ai envie de te dire, c'est des bombes à retardement. Parce que quand le gars il est au SMIC, il n'a plus rien à perdre. Quand une personne n'a plus rien à perdre, je trouve que sur le plan militant, c'est la pire chose que tu peux produire. Pour les patrons. Oui, pour nous, c'est pas mal. Bien sûr. Mais non, mais parce qu'en fait, les salariés, ils se bougent. Moi, je vois les femmes de chambre dans les hôtelleries à Paris. C'est des femmes qui ne parlent pas le français. Elles ont inventé un verbe, ça s'appelle gréver. On va gréver. Et elles grévaient.
Et elles, c'était des sous-traitants de sous-traitants. Elles ont obtenu leur internalisation. Elles se battaient pour avoir des pointeuses parce qu'elles étaient payées à la chambre. C'est du paiement à la pièce. Hein. Ouais, bah voilà, c'est ça. Mais du coup, elles n'avaient rien à perdre, en fait. Ouais, mais elles n'avaient rien à perdre. Donc, quand les salariés n'ont rien à perdre, c'est pas vrai que les salariés font rien. Les salariés, ils trouvent toujours une manière de s'opposer. Ça va nous forcer à utiliser du jus de cerveau, du jus de bras, à faire autrement. Et peut-être que le syndicalisme historique, avec des heures de DEL, allez, va faire ton débrayage 1 heure, reviens au boulot, distribue 2 tracts. Ah, t'es pas content, mais allez, fais quand même un tract. Ah, t'es pas content, va marcher entre République et Bastille. Bah, peut-être que c'est la fin de ça, le début d'autre chose. Hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas désespérer, au contraire. Je pense que c'est un moment historique, il faut se dire, maintenant on va bouger. Si on ne nous donne pas les instruments pour bouger, eh ben on va bouger autrement. La preuve, je suis là, bah voilà. Il y a un truc aussi. Et vous aussi. Très, très chiant maintenant, on va dire. C'est qu'il y a beaucoup d'intérimaires. Et les intérimaires, bah, ils ne bougent pas. Jusqu'au jour où ils auront des coups, hein. Je l'espère. Mais ils sont forts avec ça. Parce que les jeunes intérimaires ou les gens qui travaillent en intérim, ils tiennent à leur machin. Ça dépend, ça bouge et ça bouge pas. On va les menacer de les virer. Ah, ça dépend, parce que tu as plein d'accidents du travail chez les intérimaires, on leur demande de faire les sous-tâches. Ouais. Et je peux te dire que quand tu as l'accident de travail de trop, vous voyez, c'est ce qu'on a vu chez Decathlon, là. Tu as l'accident de travail de trop et ça part en galère. Ouais. Donc, il faut pas... je pense, que ce soit les intérimaires ou les autres, c'est ce qu'on appelle la décentralisation productive. C'est en gros l'employeur qui va se couper en petites boîtes pour délocaliser les salariés vers d'autres entreprises. En fait, c'est de la délocalisation interne, quoi. Tu as une boîte, tu crées 2, 3, 4 boîtes, tu divises, tu saucissonnes la représentation, tu saucissonnes les contrats, tu saucissonnes le statut. Mais les salariés, ils trouvent toujours le chemin du collectif. Et c'est ça qui est rassurant. C'est que le chemin du collectif, c'est le seul chemin du salut, si on peut appeler ça un salut. Et les salariés, ils le trouvent toujours, même les intérimaires, même les sous-traitants. Ils finissent toujours par le trouver, parce qu'au bout d'un moment, l'employeur, il ne s'arrête jamais dans ces conditions de travail dégradantes. Et quand il aura tellement baissé les salaires, eh ben, les conditions de travail vont encore plus se dégrader. Il y aura des accidents du travail. Et quand les salariés vont commencer, ils jouent leur peau, en fait. Après, les intérimaires, il y en a qui commencent un petit peu à dire, bon, moi, je me crosse. Il y en a qui perdent. Il y en a qui... Et après, il y a toujours, comme dirait, c'est un marché c'est un terme que j'aime pas, c'est un marché à la viande. Hein. Bon, bah lui, il ne fait pas le taf, tu dégages, on en prend un autre. En gros, c'est ça. Et ils sont forts avec ce truc-là. Moi, j'ai connu la belle époque, quand je suis rentré ici, mais il n'y avait que des Renault. Le chef, il faisait, dis donc, quoi, machin, quoi, t'as dit quoi? Oh les gars! Tout le monde était autour. Non, bon, bah, ok, je retourne dans mon bureau, c'est fini. Tout ça, j'ai connu. J'ai connu des... Mais c'est fini, tout ça. Non, mais ça reviendra. L'histoire, elle n'est pas linéaire, l'histoire, elle est cyclique. Hein. Et en fait, l'histoire, elle est cyclique, et il faut des défaites pour aller vers de nouvelles conquêtes. Et peut-être que ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, les salariés, ils ont eu beaucoup. Et ça a créé une forme d'anesthésie générale sur le plan intellectuel. Et je pense, honnêtement, même sur le plan syndical. Là, aujourd'hui, encore une fois, je ne veux pas donner des leçons. Parce que moi, ça me va de participer à ça. Et je ne suis pas extérieure non plus. Il y a une vraie réflexion à avoir sur le travail. C'est quoi le travail? C'est quoi la polyvalence? Pourquoi on s'accroche à l'emploi? Pourquoi on critique la polyvalence? C'est quoi la conséquence de la polyvalence? Il y a un vrai travail intellectuel à faire avec les syndicats, les syndicalistes, les salariés sur le terrain, sur quelle autre vision d'emploi, quelle approche offensive et revendicative on peut défendre de l'emploi. Parce que s'arrêter à ces grilles de classification, dire qu'elles sont moches, ok, c'est bien, mais la suite, c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on propose sur le plan intellectuel? Il y a un vrai travail de refondation. Et je pense que chacun, il doit se remettre en question, mais moi la première, pour dire, bah voilà, qu'est-ce que je fais pour penser l'emploi, pour dire, cet emploi-là, on n'en veut pas, et quel autre type d'emploi on peut défendre? Franchement, on pourrait avoir toutes les raisons du monde de penser que ça ne bougera jamais, que les gens ils bougent pas, que c'est... Regarde, sur l'agglo, là, des dernières luttes de cette année, qui a fait vraiment parler de lui, Amazon. C'est pas un petit patron, Amazon, c'est pas un patron gentil. Ouais, les mecs, ils sont battus. Pas de contrat, pas de papier, sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant. Les mecs, ils ont rien. Ils sont battus, ils sont mobilisés, puis là, ils les ont foutus en procès, etc. Enfin, et les mecs, ils sont super organisés. Ils sont partis vraiment. Alors les mecs, pas de papier, pas de contrat de travail, etc. Ils sont organisés. Il faut arrêter de se dire les jeunes, et c'est des jeunes, et c'est des jeunes. Donc arrêtez de se dire les jeunes ils bougeront pas, les intérimaires ils bougeront pas, etc. Voilà, nous. Il faut à un moment donné justement qu'ils réagissent. Et je le souhaite.
je le souhaite, mais du fond du cœur. Mais le problème, c'est qu'ils sont, excusez-moi l'expression, ils sont pris par les couilles, parce qu'on les menace de les guerriers. Enfin voilà, il y a toute une stratégie comme du patron, vous le savez très bien autant que moi, les gars. Voilà. Non, mais la situation que tu décris, on la vit tous. Bah oui. On la vit tous. Sauf moi. Voilà. Et encore. Mais sauf que, voilà, nous, on est persuadés qu'à un moment donné, il y aura des réactions. Ça, c'est à construire, parce que si on est isolé, eh ben, on reste isolé, et que le collectif de se regrouper, de discuter ensemble, de poser des problèmes, etc., de construire, ça, je veux dire, c'est le boulot des militants, mais pas seulement des militants, des salariés en général, donc nous tous. Et nous, on est persuadés que, voilà, de toute façon, l'avenir, il passera par des luttes collectives. Il sera peut-être pas rose, oui, ça on le sait bien. La situation elle est de plus en plus difficile pour tout le monde, mais c'est pas depuis un mois. Hein, voilà. Bon, ça passera par des luttes collectives, ça on est persuadé. Mais ça se construit, ça vient pas du ciel. Et donc voilà, il y a l'avenir. L'avenir, il est devant nous de toute façon. Non, mais le simple fait d'être là, je pense que c'est le point de départ d'une réflexion. De toute façon, le point de départ, c'est toujours réfléchir collectivement et après, essayer de construire des moyens d'action. Mais les moyens d'action, ils passent par une intellectualisation des revendications. Déjà, juste poser une revendication. Dire, on n'est pas pour le transfert. Bon, le transfert, il va avoir lieu. Ils ne sont pas inscrits, copains. Du coup, comment on fait avec qui on le fait? Quels sont les instruments individuels, collectifs? Et je pense que c'est le point de départ de quelque chose. Et pareil, sur la convention de la métallurgie, ça y est, elle va passer, elle va entrer en vigueur. Maintenant, ça s'oppose dans les boîtes. Hein. Moi, j'ai vu des syndicalistes qui allaient signer l'accord pour faire les cotations. On a travaillé, on a discuté avec eux, et à la fin, ils n'ont pas signé. Ils n'ont pas signé. Et des syndicats qui étaient partis pour. Et t'en as qui se réveillent, t'en as qui reviennent et qui se rendent compte, qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont signé ça? Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il faut avoir une vision lucide. Il faut voir les difficultés où est-ce qu'elles sont. Et puis, une fois qu'il y a les difficultés, il faut se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan individuel, sur le plan collectif. Feu. Bon. Voilà, on va mettre fin à la réunion, ce qui n'empêche pas de discuter, bien sûr, entre nous. Et j'allais dire, voilà. Il n'y a écoutez, plus qu'à. merci. Il n'y a plus qu'à. Merci de votre attention, merci d'être venu et puis j'espère à bientôt. Hein. Merci.